Bien, bonjour à tous. Donc voilà, comme la semaine dernière, je vous accueille chez moi pour cette nouvelle vidéo de confinement. C'est l'heure de l'apéritif. Installez-vous confortablement. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous parler de nouveau du confinement, de la crise que nous sommes en train de vivre et tout ça, mais cette fois-ci sous un point de vue un peu différent, qui est en fait le point de vue des ultra-riches sur la crise du coronavirus. Et donc pour ça, j'ai appelé cette petite vidéo Finances et confinement. Alors tout d'abord, un grand merci pour la façon dont vous avez accueilli la vidéo de la semaine dernière. Vous êtes nombreux à l'avoir regardée. Ça m'a fait super plaisir et puis c'est important parce que comme ça fait un certain nombre de personnes qui sont au courant, qui apprennent des choses, qui peuvent réfléchir par eux-mêmes, etc. Donc je vous invite à faire la même chose cette fois-ci. Donc vous n'oubliez pas les bons réflexes, les petits pouces bleus ici en dessous, les partages, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Enfin, vous connaissez le taf. Je vous fais confiance. Un grand merci. Alors, cette semaine, comme la semaine dernière, je vais commencer en fait ma vidéo par une petite histoire. Alors cette fois-ci, c'est pas l'histoire d'un jeu vidéo, c'est l'histoire d'une bande dessinée et d'un film. Alors, tous les deux s'appellent Le Transpersonnage. La bande dessinée, c'est une bande dessinée française. Elle est sortie en 1989. Le film, c'est un film de 2013. Le voici. Donc, il s'appelle Snowpiercer, littéralement, donc Le Transpersonnage en français. C'est un film qui a été réalisé par Bong Joon-ho. Bong Joon-ho est un réalisateur coréen. Ceux d'entre vous qui sont un peu cinéphiles le connaissent. C'est lui qui a réalisé le fameux film Parasite, qui a obtenu l'an passé la plupart des Oscars Hollywood et qui avait remporté la Palme d'Or à Cannes juste avant. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Snowpiercer ? Eh bien, tout simplement parce que dans ce film, il y a un certain nombre de choses qui nous concernent aujourd'hui de façon extrêmement forte. Donc l'histoire, c'est quoi en gros ? Je vais raconter le film. La BD, c'est un peu différent, mais c'est le film surtout qui va nous occuper ici, parce que vous allez voir que ça ressemble à un certain nombre de points communs entre notre situation d'aujourd'hui et le film. Donc vous avez en fait les dirigeants mondiaux, la classe dominante dans le film, qui a décidé d'en finir avec le réchauffement climatique, et pour ça, ils ont lâché une substance, on ne sait pas trop quoi, dans la haute atmosphère, qui était censée ramener les températures à la surface de la planète à grosso modo ce qu'elles étaient au début du XXe siècle. Sauf que ça n'a pas marché du tout, et que au lieu de ça, on a eu, suite à leur substance là qu'ils ont lâchée dans le ciel, on a eu des températures à la surface du globe qui ont été très en dessous même des périodes de glaciation. Donc on est arrivé à des moins 70, moins 100 degrés à la surface de la planète, donc évidemment invivable. Ce qu'il reste d'humanité, en fait, est vivante parce qu'il existe un train, le Transpersonnage, et ce train, dans la BD, on nous dit qu'il fait 1001 wagons. Ce train, donc, est mis en branle par une locomotive dont le moteur est révolutionnaire, et en fait, le moteur crée sa propre énergie au fur et à mesure qu'il avance. Donc, tant que le train roule, le train roule. Et des milliers de personnes ont pu rentrer dans ce train, et à l'intérieur du train, on a recréé des différentes classes sociales. Donc vous avez à l'avant du train, ce qu'on appelle dans la bande dessinée les wagons dorés. C'est là que toutes les classes dominantes se sont installées, et plus vous allez vers l'arrière du train, et plus vous allez vers les classes, je veux dire, populaires, prolétaires, ouvrières, etc. Les wagons de queue étant peuplés par ce qu'on appelle les queutards, et les queutards, ben, ce sont les pauvres, en gros. Alors l'histoire commence à partir du moment où un groupe de queutards décide de faire la révolution. Chris Evans, qui joue dans le film aussi, il y a Ed Harris aussi qui joue dans le film. Chris Evans, donc au début du film, dit cette phrase qui est super intéressante. Il dit, donc cette fois-ci on va faire la révolution, et pour faire la révolution, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller jusqu'à la locomotive. Les révolutions précédentes n'ont pas fonctionné parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'à la locomotive, to the engine, jusqu'au moteur, vous voyez ? Et je pense que c'est un message qui est adressé à nous aussi, on pourra peut-être en reparler plus tard dans la vidéo. Donc, ils décident de remonter et d'aller jusqu'à la locomotive. Et ils vont se heurter, au fur et à mesure qu'ils avancent, à un truc qu'ils n'imaginaient pas. Ils s'imaginaient évidemment qu'ils allaient avoir de la résistance. Ils ne s'attendaient pas à de la haine.
Les riches, les privilégiés, les classes dominantes haïssent les queutards. Et si je suis parti de cette histoire, c'est parce que ça ressemble à ce que nous vivons. Ici, aujourd'hui, les classes dominantes nous haïssent, elles aussi. Vous voyez Au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans le train, ce qu'ils vont faire, leur révolution, si vous voulez, ça va être de comprendre la vérité. Quand ils comprennent la vérité de cette structure de haine très intense que les riches nourrissent à l'égard des pauvres, quand ils comprennent ça, ils sont capables de sortir du système et ils sont capables de créer un monde meilleur. C'est ça l'idée de Snowpiercer. Alors maintenant, je vais vous parler du monde aujourd'hui, le vrai, et tout ça. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer que les ultra-riches sont en train pour le moment de profiter de cette crise du coronavirus pour s'enrichir. Ah ben oui, les crises pour les ultra-riches. C'est fait pour s'enrichir. Alors comment est-ce qu'ils font? Parce que nous, on est en train de tout perdre. Hein. Eux, ils sont en train de tout gagner. Tout ce que nous perdons, ils le gagnent. Comment est-ce qu'ils font ça? Première méthode, c'est le pari. Un pari à la baisse. Nous autres, quand on pense aux bourses, on a l'impression que les bourses, si vous voulez, ce sont des entreprises bien mignonnes, bien honnêtes et tout, qui décident de faire entrer du capital privé pour investir et tout ça, et donc qui cotent leur entreprise dans les différentes bourses, et les gens, ils peuvent aller, ils achètent des actions pour supporter ces entreprises-là, et si ça marche bien, eh ben, ils gagnent des sous dessus, et si ça marche pas bien, ils perdent des sous dessus, enfin, ce genre de trucs. Mais ça, ce n'est qu'un aspect de la bourse. L'autre aspect de la bourse, c'est du pari à la hausse et du pari à la baisse. C'est un peu comme toi, quand tu vas dans un magasin de paris et que tu paries sur la défaite d'Arsenal contre Chelsea. Si Arsenal perd, tu vas gagner de la thune. Hein, ok, ben eux, ils font pareil, sauf qu'ils ne font pas avec un match, une équipe, ils le font avec des pays, ils le font avec des continents, ils le font avec des super grosses entreprises. Je te donne un exemple. Un des plus riches parmi les riches, un homme infâme qui s'appelle George Soros, ok. Le gars, il était déjà un des plus riches du monde avant la crise grecque en 2008-2010, mais la crise grecque a encore multiplié sa fortune. Pourquoi? Parce qu'il avait parié sur la faillite de la Grèce. Et je vous raconte pas les thunes qu'il s'est faites, hein, le mec. Et donc là, pour le moment, les riches sont en train de s'enrichir simplement parce qu'ils ont parié à la baisse. Et alors la baisse, vous avez vu les cours de la bourse, là, c'est une horreur. Donc, ils gagnent de l'argent. Deuxième chose, c'est un phénomène un petit peu plus complexe, mais j'espère arriver à vous le faire comprendre quand même. Donc, après une longue période, je veux dire, de croissance pas très importante, où globalement, on a fait tout ce qu'on a pu pour gagner de la thune. C'est ça le but des capitalistes, c'est gagner un maximum de thunes. Une fois qu'on a gagné tout ce qu'on pouvait, et donc on a déjà raboté les systèmes sociaux, on a déjà fait en sorte que tous ceux qui n'ont pas besoin de travailler ne travaillent pas, on a déjà délocalisé plein d'entreprises dans des pays où la main-d'œuvre coûte moins cher, on s'est déjà arrangé pour que toutes les matières premières coûtent rien du tout, et tout ça. Donc tout ça c'est fait. Ok ? Comment est-ce qu'on fait pour gagner encore plus d'argent? À un moment, on cale. Alors d'habitude, ce qu'ils font les ultra-riches dans ce genre de situation, c'est tout casser. Voyez, donc ils font une guerre. En gros, ils provoquent une guerre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ce genre de truc. Et puis après, l'économie, elle est convenablement par terre, et on peut redémarrer. Donc les mecs qui sont déjà ultra-riches à la base, et ben alors comme on redémarre, ils peuvent de nouveau remultiplier leur patrimoine, leur richesse, dans des proportions beaucoup plus importantes que si on ne reconstruit pas. D'accord ? Alors des guerres, ils en font sans cesse depuis 1936. Il n'y a pas eu une année où il n'y a pas de guerre depuis. Okay ? Donc alors, là maintenant, une nouvelle guerre, ça devient compliqué. Le monde est déjà à feu et à sang. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé ceci là maintenant. Ça. Le confinement, le lockdown, le fait que toutes les économies sont en train de se péter la gueule, et du coup, il faudra reconstruire. Et là, ils gagnent sur tous les plans, tu vois. Dans une guerre, pourquoi est-ce qu'ils gagnent autant? C'est eux qui vendent les armes. Ah, pas mal, tu vois. C'est eux qui reconstruisent. Je veux dire concrètement, c'est eux qui font le béton après, tu vois. C'est eux qui construisent les systèmes de défense, c'est eux qui financent tous les systèmes. Enfin bref, quoi que tu fasses dans une guerre, avant, pendant et après, c'est dans leur poche que ça va l'argent. Ici, par rapport au confinement, c'est pareil. Hein? Donc alors, les armes, c'est quoi?
Ben, ça va être des médicaments, ça va être des vaccins, des choses pareilles, à ton avis. C'est qui les vend? Ok? Tu vois ce que je veux dire? Les gouvernements sont en train de réfléchir, d'acheter pour des systèmes de surveillance, etc., de traçage, pour pouvoir vérifier qui a vu qui, à quel moment, pour pouvoir faire des dépistages et essayer d'endiguer l'épidémie. À ton avis, qui est en train de mettre au point ces logiciels et ces applications? Ben, c'est eux. Et donc, bien sûr, tout ça, c'est de l'argent qui leur va, et une fois que l'économie sera bien par terre et qu'on va redémarrer zéro, de nouveau, c'est à eux que ça va profiter, parce que c'est leur économie qui va être multipliée dans des proportions énormes. Troisième chose, c'est ça fait longtemps que les ultra-riches, ils se tracassent un petit peu, parce que nous autres, les humains, on a une fâcheuse propension à se reproduire, et donc on est très nombreux, et quelque part, ça leur fait un fil à la patte, tu vois. C'est un peu comme, je sais pas, ils traînent des casseroles derrière eux, il y a trop de monde, ça coûte trop d'argent, et donc ça fait très longtemps, depuis les années 1970, que vous avez des recherches très très sérieuses, très précises, financées par des ultra-riches, qui disent que si on veut vraiment pouvoir s'enrichir, il faut que la population mondiale soit moins nombreuse, qu'elle soit moins prospère. Pourquoi moins prospère? Parce que si tu as moins les moyens, tu vas moins faire le difficile pour travailler à n'importe quelle condition. Toi, si tu as faim, bah, tu vas bosser. Et si tu es payé pas grand-chose, limite même tu es payé par un sandwich à midi, bah, tu vas bosser parce que tu as faim. Voilà. Donc, si par contre tu as de la thune et tout ça, bah, tu vas y réfléchir à deux fois, tu vas faire des manières. Si tu es dans le besoin, tu vas prendre ce qu'on te donne. Et ça les arrange. Et puis aussi, ça fait longtemps que les ultra-riches sont en train de se dire qu'il y a trop de gens qui coûtent trop cher, c'est-à-dire des gens qui sont à charge, des gens qui coûtent énormément d'argent à la sécurité sociale et autres. Ce sont des grands malades, ce sont des gens qui ont des maladies orphelines, des gens qui ont des cancers très longs et des personnes très âgées. Okay, ils veulent supprimer tout ça. Alors, si je reprends, est-ce que la crise du coronavirus peut les aider à ce qu'il y ait moins de monde à la surface de la planète? Ah oui, clairement. Je veux dire, la quantité de misère qui va s'abattre sur nous, c'est pas le virus, hein, le virus il tue pas, enfin bon, pas grand-chose. Il continue de tuer moins que la grippe. Hein. Donc, moi, 650 000 morts, hein, les années fortes d'épidémie de la grippe, là, on n'y est pas. Okay, donc, c'est pas tellement l'épidémie elle-même qui va supprimer beaucoup de gens à la surface de la planète, qui va tuer beaucoup d'êtres humains, mais c'est plus la crise économique qui va venir juste après, où là, plein de gens vont mourir simplement de faim, de désespoir, etc. Est-ce qu'on va être moins prospère? Ouais, beaucoup. Je suis désolé de vous le dire, les gamins, ça va être... Et est-ce qu'il y aura moins de personnes à charge? Ah ben oui, parce que là, par contre, ça, c'est ce que le virus attaque. Tu vois, les personnes très âgées, les personnes malades, etc., c'est eux qui meurent du coronavirus. Moyenne d'âge des morts du coronavirus en Belgique et en France, 82 ans. Voilà. Dernière chose, alors là, ça paraît un petit peu science-fiction, mais vous allez voir que c'est pas ça du tout. Dernière chose, ça fait très longtemps que les ultra-riches, ils ont super envie d'un truc qu'on appelle le gouvernement mondial. Ils veulent en gros tout diriger. Et ils veulent tout diriger eux-mêmes, sans passer par des gens qu'il faudrait élire, des trucs comme ça. Les élections, c'est toujours embarrassant. À un moment, tu peux avoir un peuple qui se rebelle et qui peut voter pour les mauvaises personnes. Enfin, les mauvaises personnes dans l'esprit des riches. Et donc, après, tu as des ennuis. Et donc, avoir un gouvernement mondial qui dit aux autres gouvernements ce qu'ils doivent faire, qui est incontestable et qui serait dirigé directement par eux, ça, c'est un grand projet qu'ils ont. Depuis les années 1970 aussi. Hein. Et là, aujourd'hui, comme par hasard, il y a 3 personnes particulièrement influentes qui, dans les 2 dernières semaines, ont publié dans des journaux vraiment importants des interviews ou des articles dans lesquels ils disent « Maintenant, pour lutter contre le coronavirus, il faut un gouvernement mondial ». Ces 3 personnes sont Henry Kissinger, qui a publié dans le New York Times, Gordon Brown. Donc Henry Kissinger, je ne vais pas le présenter, c'est l'éminence grise des gouvernements états-uniens depuis 50 ans. Gordon Brown, donc ancien ministre des Finances et ancien Premier ministre anglais, qui a publié une tribune dans le Financial Times et dans le Guardian, et Yuval Noah Harari, moins connu, quoique, enfin c'est un historien, un auteur israélien, qui a écrit notamment la série Sapiens, vous voyez, bon c'est assez intéressant. Tous les 3 appellent un gouvernement mondial. Et ça peut marcher cette fois-ci, hein.
Pourquoi? Mais si on dit aux gens, vous avez vu comme les gouvernements ils ont été mauvais, on est tous morts, ils nous ont confinés pour rien, il y a eu des milliers de morts, etc. Ce qu'il faudrait pour que ça marche bien, c'est un gouvernement de spécialistes, un gouvernement mondial, avec dedans des gens qui s'y connaissent en santé, des gens qui s'y connaissent en économie, des gens qui s'y connaissent en politique, et voilà, des grosses pointures, quoi, des gens que tout le monde va accepter comme étant des spécialistes en la matière. Et à votre avis, à quel monde appartiennent les spécialistes dans le domaine de la pharmacie, de la banque et de la politique? C'est au monde des ultra-riches. Quatrième point que je veux développer avec vous aujourd'hui, c'est la haine des ultra-riches. Je vous en parlais à propos de Snowpiercer, et je disais c'est pareil dans la vraie vie. Mais oui, c'est pareil dans la vraie vie. Et je vous le montre par 2-3 trucs, vous voyez. Par exemple, les ultra-riches créent des dettes. Et ils créent des déficits dans les différents pays. Alors c'est d'une part pour s'enrichir, ça c'est clair, je veux dire. Si les pays ont des dettes auprès de banques privées qu'ils doivent rembourser, c'est parce que les banques privées appartiennent aux ultra-riches. Donc ça veut dire que toi, moi, quand nous bossons, que nous payons des taxes, que nous payons des impôts, cet argent va directement dans la poche des ultra-riches. Ça sert un peu à payer 2-3 trucs du genre de la police, de l'armée, de l'enseignement, des trucs pareils, mais alors après, la plus grosse partie, elle va aux banques, c'est-à-dire aux familles les plus riches du monde, en définitive. Le déficit, c'est pareil. Donc les États, dans leur budget, ont le plus souvent un déficit, c'est-à-dire qu'ils gagnent moins qu'ils ne dépensent, et ce déficit, ben, il doit là aussi être compensé par des banques privées, etc. Ça vient alourdir la dette et tout ça. Comme par hasard, toutes ces sommes-là, elles correspondent à des sommes que les riches ne payent pas. Oui. Par exemple, le déficit d'un État, assez souvent, il correspond au montant de l'évasion fiscale. Donc, l'argent que les riches ne payent pas aux impôts, ben, c'est cet argent-là qu'il manque dans les caisses de l'État à la fin de l'année. Et là, il y a un phénomène qui est intéressant, parce que non seulement, vous voyez, donc, en faisant ça, excusez-moi, bon, je suis un peu malade, coronavirus. Donc non seulement en faisant ça, ils s'enrichissent, mais en plus, ils nous appauvrissent. Et c'est pas un hasard. Je veux dire, leur objectif est bien de nous appauvrir. Ils nous détestent. Pour le voir, il suffit d'écouter un petit peu ce que 2 ou 3 personnes qui font partie de leur cercle et que nous connaissons bien disent sur nous. Président Sarkozy, président Macron. Vous vous souvenez de ce qu'il disait sur le peuple, Sarkozy? La racaille, le Karcher, etc. Vous voyez un petit peu ce que Macron dit sur le peuple et sur nous? Je veux dire, qu'on est de tarés, on est des riens, c'est lui qui l'a dit. Le peuple, ce sont des riens, ok? Ce sont des gens qui sont des fainéants, tu vois, l'emploi, moi il suffit que je traverse la rue, j'ai un boulot, etc. Vous ne traversez même pas la rue. Tu vois, c'est cette sorte de haine de classe, là. Où est-ce qu'ils l'ont apprise? Ils l'ont apprise dans les cercles de la haute bourgeoisie française, qui sont des gens comme ça, qui sont des gens qui sont haineux. Comment est-ce qu'ils font pour faire en sorte que nous ne nous rebellions pas par rapport à tout ça? Parce que je veux dire, c'est énorme. Je veux dire, normalement, c'est Ford, l'inventeur de la marque de bagnole, etc., qui disait si jamais le peuple savait comment le monde fonctionne, les banques, etc., on aurait une révolution demain matin. Et c'est vrai. Donc comment est-ce qu'ils font pour qu'on ne s'en rende pas compte? Eh bien, pour faire ça, ils cooptent des gens. Ils vont coopter l'ensemble de la classe politique, en gros. Donc tous les gens qui dirigent nos pays, ils ont été cooptés par les ultra-riches, donc ils ont été pris dans les cercles des ultra-riches, ils ont grandi dans les mêmes quartiers qu'eux, ils ont des relations amicales, familiales avec eux, etc. Macron, Sarkozy, mais vous pouvez prendre en Belgique aussi. Sophie Wilmès, notre première ministre, d'où est-ce qu'elle vient? Elle est bien sympathique. D'où est-ce qu'elle vient? Rode-Saint-Genès. Rode-Saint-Genès, banlieue bruxelloise, hyper chic, une des 5 communes de Belgique où le revenu par habitant est le plus élevé. Voyez. Alors elle parle bien, elle est bien propre sur elle, elle communique bien.
Elle a fait des études de communication, ça aide un tout petit peu. Et voilà, et donc, mais c'est une représentante des ultra-riches. Oui, Rode-Saint-Genèse, c'est la commune de Belgique où l'ancien dictateur congolais, Mobutu Sese Seko, s'était fait construire une villa. Ok, donc voilà, ça vous donne un petit peu le niveau. Donc il coopte toute la classe politique et il coopte aussi les journalistes. Donc en fait, ils ont acheté à peu près tout ce qu'il y a comme média qui n'est pas national, et ils ont acheté l'ensemble de la presse papier, les journaux et les magazines, les ultra-riches, donc les milliardaires, et l'ensemble des journalistes, en tout cas les importants, les rédacteurs en chef, les stars de la télé, les présentateurs du JT, ce genre de choses, ils sont cooptés, ils vont aussi à leur chasse à courre, ils vont aussi à leurs grands repas, ils font partie des fêtes avec les ultra-riches et tout ça. Et donc, bien sûr qu'ils ne disent rien qui pourraient déplaire à leurs amis et patrons. Alors, pour être tout à fait sûr que vous ne compreniez pas et que les choses se passent au mieux pour eux, ils ont aussi la main mise sur l'enseignement. Vous voyez, donc par exemple, vous avez l'OCDE, qui est une sorte de think tank, donc de cercle de réflexion ultra capitaliste. Eh bien l'OCDE ne cesse pas de recommander d'avoir un enseignement avec des trucs du genre les compétences et tout ça, et il recommande en gros de ne pas trop développer l'intelligence des gens. C'est presque dit comme ça, hein, j'exagère pas. Ce qui permet par exemple, de créer des programmes, moi je suis prof de français, des programmes dans lesquels l'esprit critique n'existe plus. Quand j'ai commencé à travailler il y a 30 ans, la chose principale qu'on me demandait comme prof de français, c'était d'apprendre l'esprit critique. Aujourd'hui, si vous regardez les programmes de l'enseignement du français, l'esprit critique n'apparaît nulle part, même pas en petite note, nulle part. Ce qu'on me demande, c'est d'apprendre aux jeunes à bien penser. Et bien penser, c'est quoi? C'est penser comme les autres, c'est-à-dire penser comme les grands journaux, les grands médias, etc. C'est-à-dire penser ce que les riches veulent qu'on pense. Voilà. Alors par rapport à tout ça, moi ce que je vais vous dire maintenant, c'est, et c'est la chose la plus importante, c'est soyons réalistes, frappons-les. On a raison de se révolter. Ces gens-là nous haïssent, ces gens-là nous livrent une guerre sans merci. Ils veulent littéralement, mais littéralement notre mort. Il ne faut pas que nous nous laissions faire. Nous allons mourir. Nous allons mourir par millions, nous allons mourir par milliards, mais je n'invente pas, c'est vrai, c'est ça qu'ils veulent, vous voyez. Et donc, il faut que nous organisions. Et c'est bien parce que là, maintenant, ils commencent à avoir peur. Dans le journal Le Parisien de ce week-end, on relatait que les services de renseignement intérieur français sont en train de rédiger toute une série de notes dans laquelle ils avertissent que le déconfinement va être quelque chose de socialement terrible, et notamment que les luttes vont se croiser, c'est-à-dire entre les luttes des blouses blanches, des gilets jaunes, des cheminots, etc. Il va y avoir une convergence et que les gens vont sortir comme un seul homme, comme une seule femme, et qu'ils vont se battre tous ensemble. Ça leur fait très peur. Le gouvernement français et le gouvernement belge sont déjà en train de préparer ça, c'est-à-dire ils sont déjà en train de préparer, la contre-insurrection, parce qu'ils s'attendent à ce que nous nous insurgions dès la levée du confinement. On ne va pas les décevoir.